Le deuxième livre dont j'aimerais parler, c'est l'essai de l'autrice française Pauline Armange, Moi les hommes, je les déteste. Pauline Armange, dans cet essai, récuse le propos selon lequel la misandrie serait une forme de sexisme comme une autre, tout aussi condamnable. Elle dit: l'accusation de misandrie est un mécanisme de silenciation, une façon de faire taire la colère, parfois violente mais toujours légitime, des opprimés envers leurs oppresseurs. Les milieux féministes ont en fait tendance à dire que la misandrie n'existe pas. En effet, ce n'est pas un système organisé à tous les étages de la société pour rabaisser et contraindre les hommes. Et elle pose donc une question qui dérange. Et si la misandrie était nécessaire, voire salutaire pour les femmes? Puis elle affirme d'un ton provocateur: moi les hommes, je les déteste. Tous vraiment? Oui, tous. Elle souligne le paradoxe de la misandrie versus la misogynie. La misandrie n'a jamais fait aucun mort ni aucun blessé quand le sexisme, lui, tue tous les jours. L'accusation de misandrie sert en fait aux hommes à esquiver leur devoir, qui serait celui d'être un peu moins des purs produits du patriarcat. En effet, ils ne se demandent pas d'où vient cette colère, préférant la détourner en prétextant not all men, ou bien en déplorant que cela dessert la cause, empêchant les hommes de s'y joindre et privant ainsi les féministes de potentiels alliés. Pourtant, Pauline Armange voit dans la misandrie une porte de sortie. Exister en dehors du regard et des exigences masculines permettrait aux femmes de se révéler à elles-mêmes. Dans le chapitre Misandrie non féminin, elle définit la misandrie comme un sentiment négatif à l'égard de la jante masculine dans son ensemble, qui va de la méfiance à la pure hostilité. C'est en fait un continuum. Elle englobe tous les hommes cisgenres qui ont été socialisés comme tels et qui jouissent de leurs privilèges masculins dans une société patriarcale sans les remettre en question. En fait, pour Pauline Armange, la misandrie est un principe de précaution. En effet, il est très difficile dans une société hétéronormée et patriarcale de renoncer à tous ces privilèges, et les femmes doivent donc se montrer prudentes, y compris envers les hommes qui se présenteraient comme des alliés, des féministes et qui sembleraient bien intentionnés. Elle invite donc les hommes simplement à se taire et à écouter les discours misandres pour apprendre. En effet, les hommes ne peuvent ni être féministes ni misandres, car ils ne devraient pas se réapproprier les termes et les luttes des opprimés pour en tirer en fait de nouveaux privilèges. Ils doivent utiliser leur pouvoir, leurs privilèges, leur position sociale à bon escient et en fait rester à leur place. L'autrice fait également le lien entre féminisme et misandrie. Elle dit que c'est sa pratique féministe qui lui a donné l'assurance nécessaire pour assumer sa misandrie. Et elle observe également une évolution dans le temps des féministes à la française, qui sont tout d'abord assez enclines à voir les problèmes d'égalité et de sexisme partout ailleurs dans le monde, mais pas en France. Et à force de lecture et d'enquête, celles-ci découvrent l'ampleur des problèmes posés par le sexisme et le patriarcat dans tous les pans de la société et deviennent petit à petit misandres. Dans le chapitre Maquée avec un mec, Pauline Armange revient sur son mariage avec un homme qui a pu être pointé du doigt comme un signe d'hypocrisie. En fait, elle constate simplement qu'elle a rencontré très jeune celui qui deviendrait son futur mari et qu'ils se sont à la fois construits et déconstruits ensemble. Et elle note qu'elle n'aurait plus la patience ni la tolérance de recommencer à relationner avec de nouveaux hommes hétérosexuels aujourd'hui. Et elle souligne également à quel point les standards sont incroyablement bas pour les hommes hétérosexuels dans la société et le fait que les femmes, en tant que groupe social, soient les seules à avoir appris comment prendre soin d'une relation et portent donc notamment la charge émotionnelle en plus de la charge mentale, affective, sexuelle. Et elle souligne que si je me refuse à lui octroyer le droit d'être médiocre, c'est surtout pour m'octroyer à moi-même autant d'estime que j'en ai pour toutes les autres femmes à qui je souhaite des relations véritablement égalitaires. Et elle constate que, en fait, derrière chaque homme un petit peu conscient de son privilège masculin, il y a souvent plusieurs femmes qui ont beaucoup travaillé pour l'aider à ouvrir les yeux, et ça, ils sont très peu à le reconnaître. Dans Misandre hystérique et mal baisée, elle souligne à quel point les femmes ont souvent du mal à se revendiquer misandres malgré la violence systémique du patriarcat. Et elle souligne deux aspects. Premièrement, on se demande souvent d'un point de vue féministe si la misandrie n'est pas contre-productive, tout simplement, d'un point de vue stratégique, en éloignant de potentiels alliés. Et ensuite, d'un point de vue féminin, le conflit et la colère sont étrangers à à nos socialisations en tant que femmes.
C'est un thème qui avait été notamment abordé par Irénée dans La Terreur féministe. Et elle répond premièrement que les alliés dont nous avons vraiment besoin sont ceux qui acceptent d'écouter, de se remettre en question et de se questionner. Et de plus, la colère légitime face à la violence systémique des hommes, elle est nécessaire et il faut s'en saisir et se la réapproprier. Dans son chapitre Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, elle souligne à quel point dans l'imaginaire collectif, en fait, misandrie et misogynie seraient deux faces de la même médaille qui serait celle du sexisme. Or, ils sont sans commune mesure. Elle fait un bref rappel des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes dans le monde et à travers les époques. Elle mentionne également le harcèlement, les attentats misogynes comme celui de Polytechnique Montréal en 1994. Il n'y a en fait pas d'équivalent misandre à cette violence. On ne peut pas comparer misandrie et misogynie tout simplement parce que la première n'existe qu'en réaction à la seconde. L'immense majorité des violences sont perpétrées par des hommes, y compris les violences sur d'autres hommes et sur des mineurs. Elle dit tous les hommes ne sont peut-être pas des violeurs, mais quasiment tous les violeurs sont des hommes et quasiment toutes les femmes ont subi ou subiront des violences de la part des hommes. Les autres, les hommes qui ne seraient donc pas des agresseurs, pour autant ne participent pas à la charge mentale ni à la charge émotionnelle, occupent tout l'espace public, contrôlent les corps des femmes par différents mécanismes, peuvent être misogynes, paternalistes, etc. Donc ce qu'on appelle le continuum des violences. Mais même les injonctions en fait à la virilité, etc., imposées aux hommes, le sont par d'autres hommes dans le cadre de l'hétéropatriarcat. La misandrie, en fait, elle fait peur car elle est le signe que les hommes vont devoir mériter de relationner avec les femmes et que ces relations ne leur sont pas dues. Les femmes peuvent décider de se retirer et d'arrêter de relationner avec des hommes. Dans son chapitre Que rugisse la colère des femmes, les femmes en fait sont privées de leur droit à la colère, de leur capacité à se mettre en colère, notamment contre les hommes et d'autant plus quand ce sont des hommes proches. Pour ma part, c'est un sujet qui me passionne, la colère et la violence des femmes. Et à l'inverse des hommes qui sont encouragés à montrer leur colère, leur agressivité, même à faire preuve de violence physique, synonyme de virilité, les femmes sont complètement dépossédées de cette colère qui, si elle s'exprime toutefois, va être extrêmement pathologisée. Si l'autrice dénonce la violence encouragée chez les garçons, elle déplore tout autant la passivité des filles et elle dit « Je n'ai retrouvé la colère que bien plus tard en devenant féministe ». L'autrice aborde également la question des conflits dans les couples hétérosexuels où les partenaires ont donc deux socialisations différenciées, ce qui est que très peu pris en compte en général, et les hommes se placent souvent dans une position d'autorité en choisissant de ne pas écouter les émotions de leurs interlocutrices qui en fait souffrent structurellement de situations déséquilibrées. Les féministes font donc le lien entre la colère privée qui s'exprime au sein de l'espace domestique et la colère publique. C'est notamment le slogan féministe très connu, le privé est politique. Et il faut réhabiliter la colère féministe et féminine et notamment avoir une lecture sociologique et non psychologisante de la colère, notamment au sein des foyers hétérosexuels. Dans le chapitre Médiocre comme un homme, euh, elle, euh, elle dit que contre nos syndromes de l'impostrice, il faut avoir en fait la confiance en soi d'un homme médiocre. Les standards sont beaucoup trop bas pour les hommes, mais en fait ils sont aussi beaucoup trop hauts pour les femmes. Dans son chapitre, enfin, le piège de l'hétérosexualité, elle va déplorer l'injonction à l'hétérosexualité, le piège en fait de l'hétérosexualité et les conditionnements qui vont se faire de manière différenciée dès l'enfance. Et on ne donne jamais en fait aux enfants l'option de ne pas avoir d'amoureux ou d'amoureuse. Et la valeur des garçons, cependant, est moins conditionnée que celle des filles. Ils ont plus d'imaginaire, plus d'espace, plus d'opportunités de se développer avec d'autres possibilités. Mais pour les femmes, elles les rappellent, c'est très classique, il y a une nécessité d'être en couple. On a des figures dans l'imaginaire collectif qui sont très fortes, les vieilles filles à chat. Et ces figures, en fait, elles vont planer comme une menace. Et il s'agit en fait d'un mécanisme de contrôle
Et quand les femmes s'autorisent enfin à vivre le célibat comme une expérience de vie et non comme une punition, elles gagnent en fait en liberté, en autonomie et peuvent par la suite, si elles le souhaitent, s'engager parce qu'elles le peuvent et non parce qu'elles le doivent. L'autrice invite donc à redécouvrir la joie de vivre par et pour soi-même, à cultiver des réseaux de relations non amoureuses, solides, profondes, sincères, pour être entouré et aimé en dehors du couple et apprendre ses limites et les faire respecter. Et dans son chapitre Sœur, qui est particulièrement émouvant, elle déclare que sa priorité personnelle maintenant, c'est celle d'être une bonne amie auprès de ses amies femmes, d'être une présence solide et de confiance. Et en fait, elle va faire de la sororité sa boussole. Elle donne à ces femmes, en fait, elle décide en se retirant de certaines relations avec des hommes, de donner son énergie relationnelle à ces femmes, parce qu'il y a dans les relations féminines une réciprocité qui va de soi. Désormais, elle privilégie les femmes dans ses relations, dans ses lectures, dans son militantisme et sa créativité. Euh, Elle finit sur ce chapitre qui s'appelle Éloge des réunions Tupperware, des soirées pyjama et de nos girls club. Elle dit que les groupes de femmes sont systématiquement moqués et dépolitisés par les hommes qui sont en fait effrayés par la non-mixité. Ils nous reprochent de nous regrouper en un corps politique où ils n'ont en fait pas voix au chapitre. Euh, en fait, la solidarité féminine, elle est toujours très politique. Dans les espaces féminins, c'est cette sororité qui est cultivée, qui est mise en pratique. Et ça, c'est toujours très politique, notamment parce que dans la socialisation, en tant que femme, il y a encore beaucoup cette notion de mise en compétition pour attirer les hommes, etc. Donc en fait, la sororité, c'est une forme de résistance politique. Et elle finit par ces mots que je trouve très beaux. Qui aurait cru qu'il y aurait autant de joie dans la misandrie? Euh, Cet état d'esprit ne nous rend pas aigris ni esselés, contrairement à ce que la société patriarcale veut nous faire croire. Je crois que la détestation des hommes nous ouvre les portes de l'amour pour les femmes et pour nous-mêmes, sous toutes ses formes, sous toutes les formes que cela peut prendre, et qu'on a besoin de cet amour et de cette sororité pour nous libérer.